Bonsoir Elisabeth Marchal et merci encore d'avoir accepté mon invitation à venir à la Maison de la Méditation. Je vais te présenter, alors je te tutoie parce qu'on se connaît depuis un moment, donc on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître. Je vais faire une petite présentation rapide, Elisabeth. Donc tu es directrice éditoriale du célèbre magazine hebdomadaire La Vie et fondatrice ou cofondatrice ou créatrice du magazine Sens et Santé. Deux magazines du groupe Le Monde. Et tu es journaliste, je dirais, spécialisée sur les questions de spiritualité, de santé, intérieure et extérieure, interne et externe, et puis plus généralement sur les questions de bien-être, de développement personnel. Alors, nous te connaissons bien à l'école pour ton inventivité et ton dynamisme, puisque tu nous as accompagnés, soutenu, aidé à organiser, tu as même co-organisé avec l'école les premières grandes journées autour de la méditation. J'aime beaucoup le titre de ton nouveau livre. Quand je l'ai reçu, je dis ça c'est vraiment un super titre. La présence, ça se pratique. C'est vraiment un titre magnifique. Et alors ce livre, il nous propose un voyage à travers les nombreuses pratiques de présence que tu as pu découvrir au cours d'enquêtes journalistiques et puis aussi au cours d'un cheminement personnel. Et ces découvertes vont du yoga, du massage ayurvédique à la méditation, qu'elle soit de pleine présence ou de pleine conscience, en passant par le jeûne, par des retraites en silence. Mais avant d'entrer dans le vif du livre, je dirais, j'aimerais beaucoup que tu nous parles un petit peu de toi et peut-être de ce que je ne connais pas de toi, c'est-à-dire peut-être que tu nous révèles ce qui, dans ton enfance, ou en tout cas avant ton parcours professionnel, qu'est-ce qui t'a donné ce goût de la présence? Qu'est-ce qui t'a donné ce goût de ces moments où le monde devient plus vaste, de ces moments de grâce aussi, on pourrait dire? Qu'est-ce qui t'a appelé comme ça à ce chemin de présence et de spiritualité tel que tu l'as défini? Alors c'est une belle question, vaste question. Je crois justement en écrivant ce livre, je m'en suis mieux rendu compte. Comme tout un chacun, comme beaucoup que j'ai rencontrés par la suite, j'étais assez habitée à l'adolescence par toutes les questions du sens de la vie. C'était quelque chose qui me... J'ai pas eu une éducation religieuse. J'ai été élevée entre un père protestant et une mère catholique, et en fait qui n'était pas pratiquant. Donc j'ai eu un ancrage, j'étais baptisée, etc. Mais j'ai jamais eu vraiment La religion n'a pas été prégnante du tout dans mon enfance. Et du coup, je me posais plein de questions sur le sens des choses, ce qui m'a amenée à faire des études de philo. J'ai eu une vraie en terminale, découvrir la philosophie, ça a été extraordinaire parce que je me suis dit, mais tiens, voilà une clé pour interroger le monde, interroger le sens du monde, le sens de nos vies, le sens de... Voilà, c'était beaucoup ça qui me... Je me disais, mais au fond, vers quoi, enfin, pourquoi on travaille dans nos vies, vers quoi on va? Et je pense que ça, c'est venu assez tôt. Alors, c'est vrai aussi que tu parlais d'enfance et j'avais pas prévu du tout, mais dans le livre, parce que vous savez, quand on est journaliste, on s'occupe d'abord d'interviewer les autres. Mais vous d'ailleurs, on nous l'apprend à l'école, à rester beaucoup en retrait. Enfin, c'est pas nous le sujet du... Et puis, en écrivant ce livre, j'étais amenée à revisiter un certain nombre de choses. Et c'est vrai à me rendre compte que la manière dont... si je me suis intéressée aux questions de sens et de santé plus tard, c'est parce qu'effectivement, petite, j'avais un père qui était britannique en partie et qui était déjà, vous savez, les anglo-saxons se sont souvent posés, c'est comme en psychologie, des questions bien avant nous. Et lui, les questions de santé, du corps, du rapport du corps-esprit, par exemple, c'était quelque chose qui le travaillait. Vous en parliez, vous aviez des discussions? Alors, en fait, c'est pas tellement ça, mais c'était les livres qu'il avait. Et je m'en suis rendu compte en rangeant sa bibliothèque après son décès. Je me suis dit, mais effectivement, tous ces livres-là, on les a, je baignais entre eux. Et puis, c'est vrai que... Qu'est-ce qu'il y avait comme livre, par exemple? C'était tous les ouvrages de santé, en fait. Déjà, des ouvrages sur la méditation, sur
sur le travail du corps, en fait. Comment finalement on était appelé à travailler, en fait, à travailler le corps, et que le corps était le lieu d'accueil, justement, aussi de toutes ces questions intérieures, et qu'il fallait peut-être commencer par là. Donc mon père avait un grand souci de ça, et de la santé aussi, de vivre en pleine santé. Bon, par exemple, la marche à pied, le bain de mer dans l'eau froide, des choses qui aujourd'hui sont assez, reviennent un peu en force pour nous expliquer que la santé, ça passe aussi par toute cette prise en charge de soi et cette prévention, et le fait de prendre soin aussi de son corps et de son esprit. Mais à l'époque, effectivement, on n'en parlait pas beaucoup. C'était pas tellement. Donc je pense que ça m'a pas mal influencé. Tu as des souvenirs de marche avec lui, notamment, oui, je crois que tu en évoques oui, c'est ça. C'est vrai que j'en parle beaucoup. En fait, quand j'ai essayé d'écrire mon livre en revivant, en partant vraiment du corps, c'est-à-dire des sensations, de ce que vraiment, mais de toujours repartir de la sensation. Donc, par exemple, quand je parle du yoga, je refais du yoga et ensuite j'écris. Et pareil, j'ai revisité un peu et je me suis rendu compte que dans ces souvenirs d'enfance, de marche, j'avais des souvenirs d'avoir découvert comment la richesse les 5 éléments, comment on se confronte aux éléments, que ce soit dans l'eau froide, dans le vent agité. On a beaucoup arpenté les plages normandes, les plages du Cotentin en marchant. J'avais une famille de marcheurs, et c'est vrai que ce rapport à la nature aussi, à la rencontre de cet élément et de cette énergie qui traverse le monde. Et à cette époque, je ne mettais pas ces mots-là dessus, mais qui nous traverse nous et qui traverse le monde. Et je pense que c'est par ça que j'ai été sensibilisée au départ. Puis après, ce sont les rencontres et l'itinéraire qu'il fait, mais je pense que ça a joué. Et puis peut-être aussi que j'avais des parents très ouverts qui faisaient confiance au questionnement que je pouvais avoir. Donc du coup, j'ai pu me poser énormément de questions, puis essayer d'explorer aussi mes questions, notamment à travers effectivement la philo, mais aussi des voyages en Inde, dès que j'ai pu, des choses vraiment pour aller un peu au bout de ces questions. Ta maman était aussi concernée par ces questions de présence, de santé, voire de spiritualité? Alors non, pas du tout. Mais par contre, ma mère était quelqu'un qui vivait, parce qu'elle est aussi décédée, vivait dans le présent, à travers elle, plus les émotions, plus peut-être plus la fibre, une certaine fibre artistique aussi. Elle les voyages, etc. La marche, c'était pas trop son. Mais l'idée d'habiter le lieu où nous sommes et et elle a sans doute aussi bâti un foyer, une maison dans lequel on a grandi en confiance aussi. Voilà, je pense que c'est ça aussi qui Tu fais beaucoup d'ailleurs tu fais un rapprochement, et on verra quelques passages du livre, mais justement entre la confiance et le corps, il y a vraiment quelque chose aussi, une manière d'habiter son corps qui donne confiance, et c'est vraiment important. Oui, et notamment, je pense que c'est par le travail, toutes ces approches, que ce soit, je parle du yoga, du qigong, du massage, etc. Le retour au corps, c'est effectivement, c'est pour moi là où s'enracine la confiance, c'est-à-dire que c'est en partant du corps, en revenant à nos expériences qui sont la respiration, que sont l'écoute des sensations du corps. Je pense que c'est là aussi que c'est une forme pour moi d'enracinement dans les choses. Et tu penses que c'est quelque chose qui a été un petit peu oublié, même si effectivement les pratiques sont nombreuses, et toi tu as pu en découvrir, en explorer vraiment de nombreuses, mais c'est vrai qu'on parle quand même beaucoup de manque de confiance, de la part, en tout cas, des Occidentaux de notre époque en ce moment, et ça a tendance parfois à être vu de manière aussi planétaire, parce que le monde s'est beaucoup occidentalisé, l'entièreté du monde. Mais tu crois que justement il y a un rapport entre ce manque de confiance et le côté extrêmement abstrait, mental de notre approche de la vie? Ce qui m'a mis en marche en tant que journaliste aussi, c'était le constat que nous en Occident, on est très coupé de notre corps. On est coupé, alors non pas qu'en Orient ce soit
plus évident, mais pas toujours plus évident, puis les choses se sont perdues aussi. Mais nous, on est des manteaux. On a beaucoup. Alors, c'est une force parce que ça nous a permis d'interroger, ça nous a permis de pousser la science, ça nous a permis de. Mais en même temps, on est beaucoup dans notre mental et on a un petit peu coupé du corps. C'est aussi le résultat d'une certaine vision de l'homme aussi. Hein. Je pense donc je suis. Donc voilà, il faut d'abord penser et puis le reste fait après. Et en fait, du coup, en tant que journaliste, j'ai commencé par travailler sur les questions de spiritualité en faisant des enquêtes, des reportages un peu au départ dans les monastères notamment. Et cela m'intriguait beaucoup, ces personnes qui pouvaient passer des heures et des heures consacrées à la prière, mais avec un équilibre de vie qui semblait assez, voilà, le travail, la prière, le sommeil. Et en fait, petit à petit, j'ai découvert aussi ce qu'était la prière et je l'ai découverte par l'apprentissage aussi d'une prière corporelle qui s'exprime. Et j'ai commencé à chercher un petit peu, à rencontrer toutes les personnes qui avaient travaillé à réunir finalement le corps et l'esprit, que ce soit, et à chaque fois il y avait une pratique derrière, hein, que ce soit la méditation, que ce soit le yoga, que ce soit le qigong, dont on parle plus maintenant mais dont on parlait moins avant, que ce soit les pratiques de massage. Donc c'est l'idée, en fait nous je pense qu'on a besoin de revenir justement à cette base de confiance, à cette base d'ancrage, et pour ça on a besoin de support, on a besoin de quelque chose qui nous y emmène, qui nous y entraîne. Et c'est un petit peu ce que j'ai essayé d'explorer, ce que j'ai découvert dans ma pratique journalistique, puisque finalement j'ai été journaliste en fait on a vu monter en fait quand j'ai démarré ma carrière professionnelle, les questions de développement personnel commençaient à irriguer la société et pour moi, à un moment où la religion, elle perdait, le christianisme notamment, perdait de sa prégnance culturelle et pratiquante. Et en fait, même si moi, j'ai travaillé dans un groupe chrétien au départ, et puis ensuite laïque quand il a été racheté par Le Monde, et qu'on s'est, bon, avec donc des racines, un ancrage, en fait, ce qui m'a toujours intéressée, c'est finalement la quête de sens beaucoup plus large, en fait d'où elle vient, d'où elle part et comment elle se manifeste. Et je l'ai vu se manifester à travers le développement, l'engouement pour le développement personnel, donc bien sûr en partie la psychologie, la redécouverte de tout le rôle de la psychologie, et puis plus récemment la santé. En fait, là aussi, en fait, on est dans une société où on a la chance d'avoir une médecine extrêmement performante, extrêmement pointue, technique, mais qui a un petit peu découpé le corps en rondelles. On a étudié des organes, hein, on est très pointu. Vous pouvez regarder dans les hôpitaux, même les hôpitaux sont structurés encore comme ça. Hein, vous avez la cardiologie, la pneumologie. Et en fait, nous, oui, on est tout ça, mais on est surtout ce tout qui est l'homme. Et je pense que c'est pas par hasard si aujourd'hui, on a tout un retour, une redécouverte aussi d'une vision globale de la santé, d'une vision parce que la première personne qui connaît sa santé, eh bien, c'est nous. C'est aussi ce qu'on perçoit, ce que l'on sent. La santé, c'est aussi nos émotions. Ce sont aussi tout ce qui nous traverse et qui est un indicateur aussi de notre état de santé. D'ailleurs, effectivement, dans les médecines, que ce soit la médecine ayurvédique indienne ou la médecine taoïste chinoise, la santé, d'abord la santé est quelque chose que l'on garde, que l'on maintient. Se maintenir en santé, c'est un travail que nous, effectivement, on attend plutôt d'être malade et puis en se disant, mais alors qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que je peux faire et comment je vais guérir très vite. Et en fait, j'ai découvert que la santé, c'était d'abord une richesse, un patrimoine, un capital que nous recevons et qu'il nous appartient effectivement de garder. Alors, on ne peut pas prévenir tout, mais il y a un certain nombre de choses. Et ça aussi, ça m'a ramené à mon enfance, quand mon père me disait toujours « An apple a day keeps the doctor away ». Donc oui, effectivement, bien manger, penser à ce qu'on met dans son assiette. Et finalement, quand on y pense, ce qu'on met dans son assiette, c'est ce que nous ingérons, c'est donc quelque part ce que nous sommes. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a tout cet éveil par rapport à la qualité de ce que nous mettons dans nos assiettes,
à la manière dont on mange les animaux, dont ils ont été traités avant d'arriver dans nos assiettes, je pense que c'est aussi le résultat de ça, de se dire que finalement notre santé c'est tout cela, c'est beaucoup plus large. Donc moi c'est ça qui m'a intéressée, et en fait tout ça, et je me disais mais c'est dans la santé qu'en fait revient la quête de sens, c'est-à-dire la quête du sens de notre vie, parce qu'effectivement, et c'est pas souvent ce qu'on reproche au développement personnel comme à ces pratiques de santé, on va dire ah mais c'est un peu égocentrique, on s'occupe de soi, etc. C'est ceux qui ont le temps, c'est ceux qui vont bien, etc. Mais en réalité, si vous savez pas prendre soin de vous, je ne sais pas si vous saurez bien prendre soin des autres. En fait, c'est un tout, ça se tient. Et en fait, l'écoute qu'on va avoir, j'ai découvert notamment par rapport à toutes ces pratiques corporelles. La première chose que l'on fait, c'est d'écouter, d'observer. En fait, on ne fait pas... par exemple, je reviens au yoga, parce que c'est le yoga que je pratique en particulier. Le yoga, vous allez travailler une posture, et tout de suite après, vous observez, vous écoutez. Et c'est au moins aussi important que la posture que vous avez fait. C'est-à-dire d'être capable de recevoir les sensations. Et ça... effectivement, nous qui sommes plutôt des cérébraux, nous qui avons des vies très pleines, moi en tant que journaliste, je sais bien, en plus, et maman de 4 filles, donc j'ai fait tout ça, travailler, éduquer mes filles, etc. Et c'est vrai que j'ai vraiment découvert que c'était important d'écouter, d'entendre, en fait, que ça passait par là, en fait. Puis ce qui est vraiment beau, c'est que tu nous proposes, et c'est tout le chemin du livre, une écoute par le corps. C'est-à-dire que dans le monde mental, comme tu le dis, mais très psychologique aussi. Alors tu ne rejettes pas la psychologie. À un moment donné, il y a tout un beau passage avec Jung, et on y reviendra. Mais tu nous montres bien. Parce que quand on dit quête de sens, et quand on est ado, d'ailleurs, on dit quel est le sens à ma vie, on ne va pas forcément chercher la réponse dans le corps. Et là, tu nous montres à quel point toutes les pratiques que tu as traversées qui t'ont fait grandir, qui ont fait grandir cet espace intérieur qu'on peut reconnaître et que tu appelles la spiritualité, cet espace intérieur qu'on peut faire fructifier, grandir, dont on peut prendre soin, toutes ces pratiques, elles sont corporelle, il y a vraiment une écoute du corps, c'est pas qu'une écoute de... Alors, corps-esprit, parce qu'effectivement, on est toujours obligé de séparer parce qu'on est dans ce monde-là, mais en réalité, c'est pas juste je cherche le sens de manière cérébrale quelque part. Et ce qui est très joli, c'est que tu appelles ça les petites philosophies du corps. Oui, en fait, c'était mon titre alternatif, la petite philosophie du corps, parce que finalement, que les choses soient claires, moi je ne me pose pas en expert parce que j'ai fréquenté des profs de yoga qui en savent infiniment plus que moi, des maîtres de Qigong qui en savent infiniment plus que moi, des experts du développement personnel, mais en fait, en tant que journaliste, on est à la fois des médiateurs, c'est-à-dire des gens qui récoltons pour transmettre, en fait. Et en même temps, des observateurs aussi. On est je pense, et l'idée on est là pour humer le monde et pouvoir aussi expliquer ce monde dans lequel nous vivons, essayer de tenter de l'expliquer. Donc finalement, quand j'ai découvert toutes ces pratiques, j'ai reçu énormément moi-même, j'ai fait beaucoup d'articles, beaucoup d'enquêtes. Tu parlais des journées méditation qu'on a faites, ça a été aussi faire des événements, parce qu'en fait, c'était important pour nous de rencontrer aussi, d'aller rencontrer un grand public. Et en fait, quand on... toute cette accumulation d'expériences, etc., je me suis dit, mais est-ce que ça me rend légitime, moi, pour en parler? Et en fait, du coup, j'ai plutôt écrit en me disant, voilà ma moisson. D'ailleurs, en interpellant le lecteur, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de petits exercices qui m'avaient aidé moi-même, que j'avais entendu, que j'avais pratiqué. Donc, que des pratiques que j'ai pratiquées. Comme de même la pleine conscience, je me suis dit, faut que je me forme. À chaque fois que je démarrais une enquête, je me disais, mais pour bien comprendre, il faut vraiment que j'aille au bout. Donc, pleine conscience, je me dis, il faut faire les 8 semaines. Sinon, ce qui montre le niveau de sérieux. Le yoga, oui, il faut prendre des cours, il faut les suivre, etc. Et ça me semblait important d'avoir de la même manière que j'avais arpenté la France des monastères et l'Europe des monastères pour mieux comprendre la prière, où elle naissait, dans quel creuset, c'était la même façon. Donc après, j'ai essayé de
redonner ce florilège en fait d'expériences qui ont tout un point commun, c'est comment effectivement être présent à la fois à soi mais au monde. Parce que je crois que la présence, c'est un fragile équilibre entre une présence à soi, à ce fond de l'être dont parle par exemple un philosophe un spirituel du XIVe siècle, Maître Eckhart, hein, être présent à ce fond de l'être, et en même temps être présent au monde, aux autres, à ce monde qui ne cesse de nous interpeller, de nous heurter aussi, de nous questionner. Et en fait, la présence, c'est ça, c'est le moment, c'est d'essayer sans cesse de reconstruire cet équilibre pour être suffisamment présent à l'intérieur, c'est-à-dire être à l'écoute, comme je disais, alors par le corps, à l'écoute des sensations, des émotions, c'est très important. Aujourd'hui, on le redit, à un moment on disait les émotions, ça se domestique, il faut les garder, il faut les maîtriser. Aujourd'hui, même ça se gère. Ça se gère, voilà, on gère ses émotions. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'idée que l'émotion, on l'accueille et elle nous indique, c'est un indicateur et c'est nous. Donc voilà, comment à partir de tout ça, être suffisamment présent à l'intérieur de soi pour recevoir tout ça, et en même temps être ouvert, voilà. Et la présence, c'est ce petit équilibre entre les deux. Et c'est pourquoi toutes ces pratiques corporelles, elles nous aident aussi à retrouver cet équilibre entre les deux. Parce que quand vous vous asseyez, vous le savez très bien pour ceux qui méditez, quand vous vous posez, tout de suite, vous vous reconnectez à une part intérieure de vous, et en même temps, vous n'êtes pas coupé du monde, vous n'êtes pas coupé de l'extérieur. Mais vous rétablissez peut-être un certain équilibre entre une présence extérieure, une présence où parfois on se perd un peu, parce que si on est trop à l'extérieur, si on est trop dans l'action, si on est trop... moi qui en parle, je suis mal placée pour en parler parce que effectivement, moi j'étais beaucoup dans l'action, dans le travail. J'adore mon travail et c'est quelque chose qui me passionne. Mais parfois, du coup, je me laisserais entraîner beaucoup. Et en même temps, revenir à soi, revenir à l'intérieur, à ce que nous dit et notre corps et notre fond intérieur, ce fond de l'être auquel il faut prêter un peu d'attention. Vous savez, il y a aussi je ne sais plus, on l'a attribué à plein de personnes, mais je crois que c'était à Saint-Augustin qu'on avait attribué Dieu vient souvent nous visiter, mais nous ne sommes jamais chez nous. Et en fait, j'ai trouvé que cette phrase, alors que ça soit Dieu ou qu'on lui mette un autre... mais c'est vrai, quand est-ce qu'on est chez nous ? Et ça, quand je l'ai appris beaucoup dans ces temps de reportage dans les monastères, je l'ai appris beaucoup en écoutant, en rencontrant ces sages qui méditent ou qui pratiquent le yoga, où on est allé beaucoup en Inde ou en Chine. Et en fait, effectivement, c'est toute une question, comment être chez soi. Comment être chez soi. Et voilà, c'est plus, je dirais, c'est peut-être plus notre question à nous occidentaux que d'être présent à ce qui se passe. Parce qu'en fait, on a quand même, dans notre côté actif, vous savez, quand on se promène en Inde, vous voyez toujours des gens le long des routes, le long des chemins, il y a toujours des gens assis. Qui contemplent. D'ailleurs assis très bien, les pieds accroupis, et qui contemplent, et qui sont là. Alors vous me direz, oui, dans nos villages provençaux, ou dans nos entrées de village, vous avez les petits vieux qui regardent sur les bancs, mais il y en a quand même pas beaucoup. De moins en moins. Dans nos générations, un peu moins. Et je me dis, oui, c'est ça en fait notre question. Et souvent, la personne qui m'a... J'ai fait 4 ans de formation aussi dans une pédagogie qui s'appelle Reliance. En fait, une pédagogie où on travaille aussi bien le corps, la créativité, la communication. Et en fait, il nous disait toujours... pour commencer, on lui disait, mais on ferme les yeux, on ouvre les yeux quand on médite. Et il disait, nous... Comme on est assez facilement distrait et on se projette assez facilement à l'extérieur, commençons par fermer les yeux. Alors qu'effectivement, parce que nous ne sommes pas des orientaux, il y a quelque chose qu'on a besoin d'apprendre à rentrer à l'intérieur de soi.
C'est très beau cette définition que tu donnes de la présence comme équilibre entre présence à soi et présence au monde. C'est vraiment ce fragile équilibre, parce que là on voit que c'est toujours à travailler. Jamais acquis. C'est ça le problème. Et alors justement dans le livre tu nous donnes 9 chemins de présence. Et moi j'aimerais venir, j'en ai sélectionné absolument arbitrairement et absolument par rapport à ma sensibilité 3. Mais tu dis, et si la présence était un mouvement, si la présence était un contact, un message, un paysage, un silence, un souffle, une attention, une plume, une communion. Alors, si la présence était un silence. Tu m'as d'ailleurs, quand on en a parlé de ton livre, tu m'as d'ailleurs dit que, et si la présence était un silence, c'était un paragraphe, un chapitre qui avait été particulièrement difficile à écrire. Écrire sur le silence, décrire le silence, parler de l'expérience corporelle du silence, c'est quand même un défi. En fait, j'ai essayé, d'abord, chaque chapitre, c'est une synthèse de beaucoup de choses vécues. Donc, il fallait ramasser au plus près et en même temps tendre la main au lecteur en lui disant, voilà, à partir de là, toi, est-ce que tu veux faire ça? Et vous pouvez aller dans cette direction. Donc, c'était faire une synthèse. Donc, déjà, et la synthèse de... le silence, au fond, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce retour à l'être... Enfin, cette ouverture à l'être profond. Et en fait, d'ailleurs, pour écrire ce chapitre, je l'ai écrit en montagne. Parce que chaque chapitre, je ne l'ai pas écrit au même endroit. Chaque fois, il me fallait... le yoga, je l'ai écrit pendant le confinement parce qu'on était confinés, puis que le yoga était mon lien avec l'extérieur. La marche, je l'ai écrit au bord de la mer. Voilà. Et le silence, je l'ai écrit en montagne, en hiver. Et ça m'a beaucoup aidée parce que, effectivement, d'être environnée de blanc, chaque jour je m'arrêtais pour écrire, et puis il y avait une petite chapelle dans le village qui était souvent vide, d'ailleurs la plupart du temps vide, très belle, où j'allais aussi, ça a été pour moi, j'ai souvent fait des haltes au-delà de ma pratique de pratiquante catholique, en fait. Ce qui m'a toujours semblé important, c'était d'entrer dans des lieux de silence, des lieux forts. Alors pour moi, c'était les églises. Par exemple, dans Paris, il y a un nombre incalculable d'églises ouvertes toute la journée, silencieuses, vides, où on peut se poser. D'ailleurs, il y fait souvent frais. C'est une bonne idée. Oui. C'est une bonne idée. Mais, et pour moi, c'était souvent... j'avais pas toujours le temps finalement de pratiquer beaucoup, le temps de prier beaucoup, prier étant une présence aussi en silence, se poser dans un lieu sacré. Et en fait, entrer dans une église, c'était parfois 3 minutes en sortant du métro. Et j'ai toujours eu, les différents lieux où était installée mon entreprise de presse, en fait, il s'est trouvé qu'il y avait toujours une église dans le coin qui était ouverte. Donc ça a été mes points de pause, en fait. Mais autour du monde aussi. C'est aussi... Justement, dans ce chapitre sur le silence, tu parles de réparer la violence du monde. Oui, tout à fait. Ça me fait penser à ça. Et là, on voit vraiment combien dans le silence on peut être solidaire du monde, réparer la violence. Ça, tu veux nous en dire deux mots? Oui, c'est le travail que j'ai fait pendant plusieurs années à prier qui m'a montré qu'en fait, la prière silencieuse, et quand je dis ça, ça peut être dans toutes les religions, le silence... la prière silencieuse, en fait, elle n'est pas inefficace. Elle agit sur le monde. Le silence agit sur le monde. Donc, effectivement, quand j'étais partie en reportage à Belfast, en fait, et j'avais été visiter un monastère qui s'appelait le monastère de l'Adoration. Alors, c'était un monastère, en fait, ce sont des religieuses, un ordre qui date du 19e siècle, qui peut faire un peu suranné. Elles s'appellent les religieuses de l'Adoration réparatrice. Alors, on se dit, oula. Et en fait, ce monastère a quelque chose de très particulier, c'est qu'il était dans le quartier, sur Falls Road, dans le quartier de Belfast, à la jonction entre le quartier catholique et le quartier protestant. Et il était juste à la jonction. Et en fait, c'était un lieu où se retrouvaient... Alors, c'était dans les années plus dures que l'Irlande a traversées. Et des catholiques et des protestants se retrouvaient dans ce lieu pour prier en silence. Parce que là en fait, le propre de ce monastère est de veiller en silence toute la journée, devant l'hostie. Ça, c'est l'adoration... telle qu'elle est pratiquée
dans le monde catholique, mais en silence et se relayer 24 heures sur 24. Et donc cette petite chapelle, alors c'était à l'anglais, c'était à l'irlandaise, donc c'était amusant parce que vous aviez la chapelle et puis juste à côté la petite table avec le thé. Toutes les heures, il y avait quelqu'un qui faisait le thé, il y avait les biscuits, voilà, chacun avait sa mug. Enfin voilà, on s'offrait aussi. Il y avait un poêle bien chaud, on était bien. Et puis il y avait, moi j'ai été très saisie en entrant dans cette chapelle silencieuse. Et les religieuses et tous ceux que j'avais interviewés m'avaient dit, mais en fait c'est un lieu de réparation. C'est un lieu où, bon, quand on est à l'extérieur, on continue à s'affronter, on est dans la violence, etc. Et dans ce tout petit lieu, ce jour-là, il y avait, ça pouvait accueillir quand même une quarantaine de personnes. Dans ce tout petit lieu, ensemble, en silence, on répare quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Mais ce lieu et ces lieux de réparation par le silence, moi j'en ai vu dans le monde entier. Enfin, il me semble que c'est... et c'est pour ça que quand mes filles étaient petites, quand nous voyagions, j'essayais toujours de les faire entrer dans les lieux sacrés, les lieux que ce soit les grandes mosquées. Je me souviens à Istanbul, on avait été invités dans une petite mosquée à découvrir par des jeunes étudiants ou partir alors évidemment dans les temples indiens. C'est pas très silencieux là, c'est pas toujours silencieux, mais dans des espaces, on trouve toujours ces espaces où des gens se donnent à une prière continuelle ou à une méditation continuelle. Et ça, c'est très impressionnant. Et souvent, les témoignages que j'avais reçus, c'est que cette prière était agissante et c'était que c'était et que si depuis l'an 1000, des moines et des moniales se consacrent à la prière silencieuse, c'est qu'elle a une action sur le monde. Évidemment, pas mesurable. Mais aujourd'hui, Mais en revanche, on peut tout à fait mesurer les dégâts que font des paroles brutales, la violence des mots aussi. Donc, ça ne paraît pas aberrant. Et je trouve que c'est une très, très belle définition de voir le silence comme force de réparation. Une force de réparation. Parce que c'est vrai que même dans les conflits, si on faisait un peu plus silence, pour écouter le silence, comme tu le disais. Alors ensuite, tu nous invites, j'ai bien dit, il y en a 9, j'en ai sélectionné arbitrairement 3, mais tu nous parles du souffle. Et si la présence était un souffle. Et là, ce qui m'a interpellée, c'est que ça t'a amené à travailler sur, ou à découvrir, ou à interroger ta lignée féminine. Oui. Voilà, donc ça, tu veux nous en dire 2 mots? C'est très beau ce passage aussi où, en fait, je ne savais pas que nous avions un souffle sur lequel on pouvait travailler. Je respirais comme tout à chacun, mais quand il s'est trouvé quand j'ai rencontré la sophrologie, j'en parle aussi lorsque j'attendais ma première fille, j'ai découvert que nous avions donc le souffle nous traversait et que l'on pouvait allonger ce souffle en fait. Et ça, on ne nous l'apprend pas spontanément et que c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y a d'ailleurs un proverbe ou une petite histoire indienne qui dit que nous naissons avec un certain nombre de respirations et que plus nous allongerons notre souffle, plus nous vivrons longtemps. Je trouve que c'est une très jolie image, parce qu'effectivement, la respiration, ça se fait en nous, elle se fait, voilà, et c'est une merveille anatomique, mais le souffle, nous pouvons l'allonger, nous pouvons le travailler. Et quand j'ai découvert ça avec la sophrologie, et ce travail, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la prise de conscience du corps, le travail, c'est d'abord de l'accueillir et d'en prendre conscience, tout simplement, que nous avons ce souffle. Quand on vous dit, alors pour ceux qui méditent, c'est au bout d'un moment, c'est évident, enfin, ça semble évident, mais c'est vrai que quand on découvre ça, que l'on peut allonger son inspire ou allonger son expire surtout, et aujourd'hui, on sait très bien qu'allonger l'expire, par exemple, c'est un outil anti-stress, c'est-à-dire que quand vous avez peur, quand vous êtes angoissé, etc., prendre le temps d'inspirer et d'allonger son expiration, de la rendre plus, de l'allonger par rapport à l'inspire, c'est quelque chose qui va vous calmer. Et c'est physiologique, parce qu'effectivement, ça va calmer, ça va réguler le rythme cardiaque et inévitablement, du coup, apaiser une peur, un stress. Donc au fond, c'est quelque chose de... C'est ça aussi que je trouve assez extraordinaire avec toutes ces approches psychocorporelles, c'est que vous découvrez en fait des choses qu'ensuite, qui anatomiquement, scientifiquement se vérifient. Et on est dans une époque formidable où finalement, des intuitions
de spirituel, des intuitions de psychologues se vérifient au regard de la science. Et ça, tout ce travail sur l'expiration, sur le souffle, c'en est une. Mais alors, quel est le rapport avec ta lignée féminine? Eh ben, parce que, en fait, c'est vrai que moi j'ai découvert ce souffle au moment où je donnais la vie et je me suis dit, tiens, mais en fait, il y a quelque chose qui se prolonge et ce souffle, moi-même, je le reçois de bien plus loin. Je reçois ce souffle, de mes ancêtres, je les reçois de ma vie. J'avais rencontré, je raconte aussi ma rencontre avec Guillaume Néry, qui est un plongeur en apnée et qui explique très bien comment, quand il est en apnée, en fait, il retrouve aussi des capacités que nous avions. Ces capacités, effectivement, de descendre. À ce moment-là, son corps se met au ralenti. Quand il descend dans d'extrêmes profondeurs, sans masque, sans bouteille, son corps se met au ralenti et le sang afflue vers les organes principaux pour aider le corps. En fait, on a des capacités comme ça extraordinaires. Et donc, cette idée que le souffle nous vient de bien plus loin, nous traverse, et qu'il n'est pas que nous, en fait, qu'on est traversé par un souffle qui traverse toutes les générations, qui traverse le monde. Ça rejoint bien sûr aussi toutes ces approches énergétiques que vous avez en Orient, où effectivement le souffle que nous traverse est celui qui traverse la nature, c'est le même souffle, nous ne sommes pas à part. C'est pourquoi aussi aujourd'hui, je trouve fantastique qu'on retrouve cette intuition que la nature et nous devons vivre en fraternité et pas parce que nous faisons partie du même souffle qui nous traverse et de la même unité, si j'ose dire. Donc pour moi, ça m'a amené à revisiter tout ça et du coup à écrire un chapitre qui partait de ces moments de naissance, en fait, où j'avais donné la vie à mes filles. Et je termine en fait sur la mort, les derniers jours de ma mère et le moment où elle a rendu son dernier souffle, parce que en fait aussi, au moment où je vivais ces derniers moments où je passais du temps auprès d'elle, et en fait, elle n'était plus habitée que par un souffle, parce qu'elle n'était plus dans l'action, elle n'était plus dans elle avait 97 ans, elle avait plus... Voilà, elle était dans la contemplation, elle contemplait ces poissons rouges, elle contemplait les oiseaux à travers la fenêtre, et puis elle était juste dans ce souffle. Et s'il y avait une chose qui était là, c'était le souffle. Et ça a été pour moi très important de réaliser quelque part qu'on n'est pas propriétaire de ce souffle qui nous traverse, qu'il va bien au-delà de nous et qu'il provient bien au-delà. Et je trouve que ça permet un petit peu de regarder aussi ce cadeau de la vie autrement, en se disant qu'effectivement c'est bien de prendre soin de ce souffle, alors de multiples manières, mais à travers toutes ces tout ce qu'on peut pratiquer avec le corps nous aide à prendre conscience aussi de ce souffle. On respire aussi très étroitement dans nos vies. On a souvent une respiration très en hauteur. D'ailleurs, à chaque fois qu'on est stressé, angoissé, on respire très haut. Et justement, tout le travail, c'est de descendre dans le ventre, et on s'aperçoit que le souffle peut circuler, vous avez tous fait l'expérience, le souffle peut circuler dans tous les membres, peut circuler dans le dos, on respire avec son dos. Et tout ça, c'est des choses qui élargissent notre corps et qui l'élargissent à d'autres dimensions. Et c'est un peu ce sens que... on parlait tout à l'heure de présence. Le souffle et la présence, c'est deux choses qui vont ensemble, parce que bien évidemment cette présence, même la présence au silence dont on parlait tout à l'heure, ce silence n'est pas vide, c'est un silence habité. Il n'est pas habité de la même manière, chacun y fait son chemin, mais je pense que c'est en allant dans ces confins à la rencontre du souffle, à l'intérieur de cette vie qui nous traverse, à la rencontre du silence en soi, en fait, que peut-être on peut rencontrer plus large que soi. Voilà. Alors certains mettront le mot de Dieu, d'autres diront que c'est le cosmos, mais effectivement cette idée de plus grand que soi. Et je pense que ça aide à vivre aussi, absolument, de retrouver à la fois ce lien. Ça veut dire que nous ne sommes pas seuls, nous sommes reliés. Et en même temps, nous ne sommes pas que l'individu que nous sommes. C'est parfois un peu pesant de se dire qu'il faut tout mener, mais nous sommes traversés par quelque chose de commun
Voilà. Oui, je trouve ça très soulageant en effet. Et puis mais c'est vrai, absolument, tu as raison. C'est vraiment, tu nous montres bien comme ça peut être soulageant. On n'est pas responsable de tout, on fait de notre mieux, mais on est traversé, on a quelque chose en commun. Puis j'aime beaucoup cette idée du souffle qu'on a reçu et qu'on donne à notre tour quand on donne la vie, par exemple. Voilà. C'est vraiment quelque chose de on peut très le beau. donner d'une autre manière. Moi, il se trouve que moi j'ai découvert ça parce que j'ai pu enfanter, mais on enfante des tas de choses. Et je pense qu'on donne le souffle. Vous donnez le souffle quand vous accompagnez quelqu'un aux portes de la vie, ou aux portes de la mort, et vous donnez le souffle à chaque fois que vous redonnez la vie à quelqu'un à travers aussi vos paroles, vos présences. Et puis on pourrait dire aussi qu'on donne le souffle par l'art que tu évoquais, par l'écriture. Par l'écriture, par exemple. Par l'écriture, parce que c'est vrai qu'un livre est traversé par un souffle, une belle écriture est traversée par un souffle. Et donc, tu vas nous parler un peu de l'écriture, parce que là, effectivement, on sent que ça a été un travail très particulier pour toi, puisqu'à la fois, il y a ce côté enquête, cette exigence journalistique, d'avoir vraiment... de n'avoir évoqué que ce que tu connaissais bien, que tu avais expérimenté, et puis cette liberté de ton propre chemin, cette expérience qui vient vraiment fleurir cette écriture journalistique, qui vient lui donner une autre couleur. Et avant de te relaisser la parole, je vais juste lire une petite phrase qui est au début de ce chapitre sur l'écriture, qui s'appelle « Et si la présence était une plume ?» C'est joli, une plume. À l'heure où la parole se fait omniprésente, où l'art de la correspondance se mue en science pratique du message incisif, écrire reste un apprentissage de la confiance, un art du tissage et de l'engagement du corps dans le monde. C'est cette dernière phrase qui m'a particulièrement interpellée, l'écriture comme engagement du corps dans le monde. Donc c'est encore une philosophie, une petite philosophie du corps. Tu considères l'écriture aussi comme une pratique corporelle ? Oui, en fait, c'est un chapitre qui est venu vers la fin parce que je n'avais pas du tout prévu de partir sur l'écriture. Et puis dans le fond, moi j'ai quand même... l'écriture a été mon métier toute ma vie. Alors l'écriture, même d'un point de vue purement physique, vous remarquerez qu'on écrit de moins en moins effectivement avec un stylo. Et moi je m'efforce, ce que je dis dans le livre, régulièrement de me dire tiens, il faut écrire à la main parce que l'écriture, c'est aussi ce geste où vous ancrez, en fait, vous engagez physiquement déjà, tout simplement, votre corps dans l'écriture. Et vous remarquerez, et je me rends compte qu'aujourd'hui, on est tellement habitué à pianoter, à effleurer des touches. En fait, on effleure des écrans, on effleure des touches, ce qui est très agréable. Je ne remets pas du tout en question, et moi-même, je fais ça aussi. Prendre un stylo et écrire, en fait, on se rend compte de l'effort aussi physique que c'est. Parce que c'est tracer ces lettres. Et c'est quand, juste avant le confinement, j'ai fait un voyage en Chine avec donc des pratiquants de Qigong. Et c'est vrai que de retourner aux sources de la calligraphie. J'avais eu l'occasion aussi dans mes reportages de rencontrer Fabienne Verdier, cette artiste qui s'est formée auprès des calligraphes chinois. Nous redit combien cette écriture, en fait, cette écriture elle est le résultat d'un... En fait, le papier, c'est un peu comme j'allais dire ce monde à nu dans lequel on doit graver, on doit inscrire une trace. Et l'écriture, donc, est un engagement de toute la personne, je pense, qui conçoit effectivement, on n'a pas besoin d'être journaliste, mais c'est vraiment et quand j'ai écrit ce livre, je me suis bien... On a tous... moi j'ai toujours beaucoup écrit, j'ai eu plein de petits carnets, j'en ai dans toute la maison, mais on est beaucoup à faire ça. J'ai toujours beaucoup écrit, et ça m'a beaucoup servi d'ailleurs pour écrire ce livre, parce que j'ai repris de nombreuses notes. En fait, je me suis rendu compte que finalement, qu'est-ce que je fais avec mes carnets ? J'inscris, mais au fond, je ne les relis pas. Je les ai relus pour mon livre, ça m'a été bien utile. Et en fait, parfois, pour vivre une expérience, on a besoin de l'inscrire. Et juste l'inscrire, sans forcément la relire. En fait, on ne se relit jamais ou très rarement. Mais le fait d'inscrire les choses sur le papier, ou maintenant sur l'ordinateur, c'est comme si on leur donnait une contenance, un contenu, on les faisait exister, on leur donnait corps.
en fait, on leur donnait vie. Et c'est en ce sens-là, je pense que c'est important de continuer à écrire. Certaines personnes écrivent un peu chaque jour pour finalement inscrire les moments importants qu'ils ont vécus. D'autres vont écrire aux grandes occasions. Par exemple, écrire, j'évoque aussi les lettres qu'on écrit, voilà, ou les cartes postales qu'on envoie. Là, l'été se présente. Envoyer une carte postale, qu'est-ce que c'est au fond? C'est pas seulement mettre 3... Souvent, on fait ça très vite, hein, donc on écrit assez vite, mais c'est au fond dire à la personne qu'on l'aime, dire qu'on y a pensé à elle. Tiens, c'est quelqu'un qu'on n'a pas vu de l'année, on va lui mettre une carte postale. C'était extraordinaire, ces cartes postales. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, on avait fait une enquête à la Vie sur ce que faisait la Poste. En fait, c'est encore plusieurs milliers de lettres qui sont envoyées, qui sont envoyées de lettres d'amour, de lettres qui restent que la Poste recueille parce que parfois l'adresse n'est pas complète, etc. Mais donc les gens écrivent encore. Et je me dis que la carte, c'est plus que ces quelques mots, c'est ce geste, c'est cet engagement que vous faites à distance vis-à-vis de quelqu'un à qui vous voulez dire, ou bien la lettre importante que vous allez rédiger à certains moments de votre vie, dans des moments graves. Vous avez besoin de faire le point avec quelqu'un. Donc au fond, c'est en ce sens-là, quand je dis que c'est un engagement de toute la personne, parce que ça nous emmène, on pose un acte par l'écriture. Et c'est très important, et finalement... c'est sûr qu'aujourd'hui, nous aussi, moi je suis beaucoup sur WhatsApp avec mes filles, on se raconte, on se raconte nos vies. Et de temps en temps, j'éprouve le besoin de leur écrire autrement pour marquer à nouveau quelque chose. Et en même temps, aussi, c'est se rendre présent, finalement. C'est se rendre, c'est donner, voilà. Et en fait, quand j'ai... au fond, ce livre, en fait, ça a été la rencontre entre une pratique journalistique où je cherchais plutôt à faire de la pédagogie, à donner sens au monde, ce que je vous disais au début, hein, puisque finalement, moi, je travaille dans un journal, La Vie, qui est d'abord un journal qui cherche à donner sens aux événements du monde et à expliquer, à aider le lecteur aussi à être partie prenante de ce monde, à le rendre meilleur citoyen, au fond, quelque part, hein, parce que souvent on s'est rendu compte que nos lecteurs étaient certes pour une bonne part des pratiquants, mais des citoyens, des gens très engagés dans leurs conseils municipaux, dans les associations, voilà. Et au fond, donc ce journal, ce journal a été veut rendre les gens, les aider à être partie prenante du monde, et puis aussi garder l'espérance pour ce monde, quoi. Se dire, tiens, ce monde va quelque part, on va en faire quelque chose, et ça c'est important. Et moi en tant que journaliste, c'était participer à ça, participer à ce travail de dire, ce monde a un sens, même si parfois il nous semble complètement absurde. Ce sens, nous pouvons y prendre part, on peut le construire, on peut nous aussi y travailler. Et on va vous aider à y croire. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Voilà, c'était un peu ça que j'ai eu l'impression de faire en tant que journaliste. Et du coup, c'était une forme d'écriture qui est plutôt médiatrice, plutôt d'être plutôt à l'écoute. Et en fait, en écrivant ce livre, je suis peut-être passée à une écriture plus intime, plus intérieure, où j'ai peut-être été chercher plus personnellement, disons, ce que j'avais reçu pour le transmettre. En rendant hommage, on croise énormément de visages, énormément de personnes. Absolument, il y a beaucoup de références. Tu donnes beaucoup d'exercices aussi qui sont très précieux. Très accessible, disons, très précieux. Voilà, tous les exercices que moi j'ai pu expérimenter, qui m'ont aidé à un moment donné, hein, et qui viennent effectivement de voilà. Mais on croise effectivement toutes les personnes que j'ai beaucoup interviewées, les Christophe André, Fabrice, voilà, avec qui on a beaucoup travaillé. François Bourgognon, enfin beaucoup de personnes qui sont passées ici, mais pas seulement. Voilà, Maître Kewen en Qigong, voilà, des grands professeurs de yoga, etc. Et toutes des personnes à qui j'ai essayé de... C'est pas non plus un récit de tout ça, hein. J'ai essayé de retenir de chacune d'elles, au fond, un peu la quintessence de ce qu'elle était, de ce qu'elle transmettait, pour essayer d'ouvrir un chemin, d'ouvrir une voie. En fait, c'est beau que tu aies vu avec le recul et tout ce travail de remise en forme, voilà, que tu aies vu que vraiment le dénominateur commun, c'était la présence.
C'est la présence. Une fois que le titre est là, ça semble évident, mais en fait, il fallait le voir, que tout ça, c'était un travail sur la présence qui donc se pratique. Et je t'ai même entendu dire, le corps, c'est la grande vedette de mon livre. C'est la grande vedette, oui. On a inscrit sur la couverture le corps, enfin, cette phrase que j'aime beaucoup, que m'a transmis une personne qui pratique l'Ayurveda, le massage ayurvédique. Le corps est le plus court chemin vers l'être intérieur. Et quand j'ai découvert le massage ayurvédique, l'Ayurveda a ceci de génial, on n'avait pas le temps d'en parler, mais a ceci de génial, c'est que le corps est complètement au centre, que ce soit à travers le massage, à travers l'alimentation. Cette médecine-là a donc bien compris combien accueillir le corps dans sa globalité, dans une approche holistique, était important. Et en fait, je me suis rendu compte que ces massages ayurvédiques, en fait, étaient des chemins vers l'être intérieur, vers un travail spirituel, en quelque sorte, et que c'était parce qu'on reprenait contact dans le massage. D'abord, il y a quelqu'un qui est là, qui est présent à vous, en toute... Oui, je veux bien un petit peu. Il y a quelqu'un qui est là, à qui vous faites confiance. D'ailleurs, en massage ayurvéda, le masseur vous dit « Est-ce que vous me faites confiance ?» Parce que vous remettez votre corps entre ses mains. Et il est d'abord présent à vous. C'est d'abord ça, avant même toutes les techniques, avant même toutes les... Et c'est très important, d'ailleurs, quand vous vous faites masser, de bien sentir si vous êtes à l'aise avec la présence de la personne. Si elle est respectueuse, si elle est à l'écoute, si vous pouvez lui faire confiance. Et si on ne vous pose pas la question, vous pouvez dire « Est-ce que je lui fais confiance ?» C'est très important. Parce qu'effectivement, ce massage va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, le massage est le deuxième chapitre de mon corps, parce que ça a été vraiment pour moi quelque chose quand je travaillais beaucoup, quand j'étais fatiguée, la seule chose que j'avais le temps de faire, c'était d'aller me faire masser. Et ça a été pour moi un chemin, notamment dans un lieu qui s'appelle Divali, qui se trouve dans le Morvan, avec une femme extraordinaire qui a appris le massage ayurvédique. Et en fait, où les thérapeutes prennent soin de vous, et en passant par le corps, par l'écoute, parce que là aussi le massage vous rend très sensible. Vous savez que notre peau, c'est l'organe le plus innervé du corps humain, donc on est extrêmement... Mais par... le massage est d'abord une ouverture, et peut vous faire vraiment tout un chemin intérieur magnifique. C'est pourquoi c'est important de ne pas aller n'importe où. Et de prendre aussi ce temps-là, quand on n'a pas toujours le temps d'entreprendre, de faire du yoga, de la méditation, etc. Parfois, une simple chose pour reprendre contact avec soi, pour reprendre corps, pour se reconnecter, pour se retrouver, ça peut être 1 heure de massage. Qui sera sans doute, qui peut être une vraie traversée spirituelle. Donc c'est des choses comme ça aussi. Oui, merci pour tous ces chemins qui mènent à notre corps et donc à l'essentiel. Le corps peut être le plus court chemin parfois. Oui. Merci beaucoup Elisabeth pour ce joli livre, La présence, ça se pratique. Et merci pour toutes ces pratiques, ces chemins spirituels que tu nous fais parcourir. J'avais envie de partager, pour lancer quelques pistes, quelques bouteilles à la mer pour ceux que... Jolie bouteille. Jolie bouteille. Merci Elisabeth. Merci à vous, en tout cas.